Maintenant dans les oreilles, le podcast de Maintenant, le média de l'acclimatation sur Aix-Marseille. Est-ce que vous l'avez entendu? C'était fin août, dans l'émission La tête au carré sur France Inter. Cyril Dion faisait sa toute première chronique écologique hebdomadaire, La lutte enchantée, sur les ondes de la radio la plus écoutée de France. Waouh! L'opportunité de parler d'écologie à quelques 7 millions d'auditeurs chaque semaine, quand la tendance est de la voir reculer dans la plupart des médias, forcément, ça ne se refuse pas. Et pourtant, Cyril Dion, sans doute la personnalité militante et activiste de la cause écologique la plus emblématique de France, a bien failli décliner l'invitation au nom d'une question centrale. Est-ce vraiment utile ? Voilà comment la lutte enchantée a soudainement pris des allures de chronique désenchantée, se transformant en une tribune sonore de 4 bonnes minutes où le co-réalisateur, avec Mélanie Laurent du percutant documentaire à impact Demain, consacré au César en 2016, tour à tour écrivain, résistant poétique, conférencier, gréviste et désobéisseur civil, a avoué à des millions d'auditeurs qu'il en avait ras-le-bol. Plein le dos de faire le guignol dans tout le média, comme il dit, pour alerter sur l'urgence climatique et montrer que les solutions nécessaires à un avenir durable existent pourtant partout dans le monde. Ras la casquette que les actions qu'il mène depuis 20 ans dans ce sens, marchant dans le sillage de Rachel Carson en 1961, de René Dumont en 1974, ou encore de son ami Pierre Rabhi un peu plus tard, n'ait rien changé aux prophéties faites par les climatologues bien plus tôt encore. Alors de la provocation bien sentie pour secouer les prises de conscience ou une réelle affliction ressentie? Je lui ai posé la question ce week-end de So Good May Festival à Marseille. Un temps d'échange où la notion de rapport de force nécessaire avec ceux qui ont réellement le pouvoir s'est forcément imposée, où le thème de la sobriété heureuse repris à son ami Pierre Rabhi s'est dessiné comme une toile de fond incontournable. Et un échange au cours duquel aussi, Cyril Dion n'a pas manqué de livrer son regard sur la seconde ville de France, Marseille, de parler de son besoin d'intimité et bien sûr de ses projets à venir. Écriture de livres, de fiction pour France Télé Internationale ou encore la réalisation d'un nouveau film documentaire destiné à explorer la question de l'écologie au travers de celle de la démocratie. Un nouveau récit, comme ce militant a l'habitude de nous en servir et nous en proposer pour un monde plus juste et plus écologique qui devrait sortir en 2026. Je suis Frédérique Jacquemin, journaliste et fondatrice de Maintenant, très heureuse de vous donner à entendre cet épisode. Bonjour Cyril. Bonjour. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu vas bien? Confère petit clin d'œil à ta chronique dans La tête au carré de fin août où tu disais que tu en avais ras-le-bol. Oui, globalement, je vais bien. J'ai des gens que j'aime autour de moi, qui m'aiment aussi, et je fais des choses qui me passionnent. J'ai suffisamment d'argent pour vivre, donc je peux pas dire que je vais mal. Après, oui, je peux aussi dire que j'en ai assez d'avoir le sentiment de répéter tout le temps la même chose et que ça n'ait pas plus d'impact que ça. Enfin, pas que pour moi, mais qu'on soit tous les gens qui sont des militants et qui, depuis 50 ans, alertent sur la question écologique, et de voir que en fait c'est de pire en pire. Alors, on va avoir un nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir des espoirs pour que l'écologie retrouve une place qui devrait être dans les premiers rangs, quoi? Moi, j'ai pas d'espoir, hein. Même si le ministère de l'écologie ou de la transition écologique redevenait, comme ça a été le cas au moment de Nicolas Hulot ou de Jean-Louis Borloo, numéro 2 dans l'ordre protocolaire, je vois pas exactement ce que ça change dans les politiques publiques. Enfin, il faut quand même comprendre que les gouvernements aujourd'hui n'ont pas du tout envie de prendre des mesures qui soient vraiment courageuses face au changement climatique ou à la perte de la biodiversité. Ils n'ont pas envie de le faire. Parce qu'ils sont dans une forme de collusion avec le pouvoir économique qui est pas que française, hein. Enfin, je veux dire, c'est comme ça partout dans le monde. Il y a une étude qui a été publiée en 2014 par Martin Gillens et je me souviens plus du prénom de l'autre, qui s'appelle Page, qui cherchait à savoir qui décide vraiment aux États-Unis. Est-ce que ce sont les gouvernements Donc ils ont étudié plusieurs millions de politiques publiques.
plusieurs milliers pardon, de politiques publiques et le résultat de l'étude était de dire que dans l'immense majorité des cas, les politiques publiques étaient orientées par les 10% les plus riches de l'élite économique. Bon, bah, si on regarde qui sont les plus riches dans le monde aujourd'hui, les 10 entreprises les plus riches en termes de chiffre d'affaires, il y a 5 pétroliers dedans. Donc on comprend un peu mieux pourquoi les politiques publiques ne font rien pour qu'on sorte du pétrole ou qu'on réduise considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Ça demanderait de s'attaquer à la question de la croissance. Pour l'instant, personne ne veut s'attaquer à la question de la croissance. Donc non, enfin, gouvernement Barnier ou pas gouvernement Barnier, je ne vois pas bien ce que ça va changer. Qu'est-ce qu'il faut? C'est que la nature humaine se retrouve face à elle-même et devant le mur pour que d'un coup, il y ait des idées d'initiative et de changements réels, structurants qui s'opèrent, selon toi? Il y a déjà plein de gens qui font des trucs super. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je passe mon temps à filmer, à éditer des gens qui ont des initiatives formidables. Ce dont on a besoin, c'est finalement comment dire, d'ôter leur pouvoir de nuisance aux quelques personnes qui aujourd'hui bloquent, les quelques patrons de multinationales, les quelques dirigeants de gouvernement. Donc on a besoin de s'engager dans une forme de rapport de force politique. On a besoin que chacun d'entre nous soit lucide sur le fait que si on ne trouve pas de solution, c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution ou c'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Et donc, comme je sais pas, au moment de la Révolution française ou au moment de la fin de l'esclavage ou au moment de la fin de la ségrégation, il faut rentrer dans un rapport de force avec ces personnes-là pour reprendre le pouvoir et faire en sorte que ça change. Quand tu disais sur France Inter que tu en avais ras-le-bol, si Cyril Dion, qui paraît quand même être l'ambassadeur du militantisme, de la cause écologique en France et qui se bat pour tout ça, en a marre, ça sous-entend que tu pourrais arrêter aussi ce combat ou le continuer différemment. Est-ce que toi-même tu es dans une forme d'interrogation par rapport à tout ça? Alors, c'était pas de la provoque, je veux dire, encore une fois, ça fait 20 ans que je fais ça et ça change pas. C'est normal d'en avoir marre, c'est humain, quoi. Je vois pas qui n'en aurait pas marre. À ma place, je trouve même que je suis assez endurant comme garçon. Et, et d'une certaine manière, je pense que peut-être qu'il faut juste arrêter d'essorer ce que tu appelles les figures. Parce que tu sais, dans 10 ans, Camille Etienne en aura marre aussi, Hugo Clément en aura marre, tout le monde en a marre. Enfin, c'est ce que je disais dans la chronique. Ce qui ferait vraiment la différence, c'est qu'on ne soit pas quelques milliers à marcher dans les rues, à essayer de bloquer des constructions d'autoroutes avec des millions de personnes qui les regardent. Il faudrait que ces millions de personnes, elles viennent avec nous. C'est ça qui ferait qu'on en aurait plus marre. Et ce serait quoi qui ferait que la bascule se ferait dans l'autre sens? J'en sais rien. Si je le savais, je le ferais. Si j'avais une formule magique, ça fait longtemps que j'aurais essayé de la mettre en œuvre. En règle générale, c'est pas linéaire, hein. C'est souvent des événements tout à fait imprévus qui rentrent en conjonction avec une transformation sociale. Quand il y a eu le printemps arabe, personne ne pouvait prévoir que c'est ce vendeur de légumes qui s'est immolé, qui allait mettre le feu aux poudres et que dans je ne sais combien de pays, des personnes allaient se soulever. Donc pour moi, c'est la conjonction entre un changement culturel, ce que j'appelle moi souvent des nouveaux récits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à penser le monde autrement que comme il est et qui commencent à le construire et qui commencent à faire passer des idées dans la société qui font leur chemin, des rapports de force, comme je le disais tout à l'heure, et des circonstances historiques qui viennent jouer comme une sorte de catalyseur. Comme la Première Guerre mondiale, par exemple, a joué un rôle de catalyseur pour que les suffragettes finissent par remporter leur combat et obtenir le droit de vote des femmes en 1918. Et c'est peut-être parce qu'on fait tout ce qu'on peut qu'un événement, à un moment, va être la petite étincelle Qui allume la petite flamme nécessaire. À la base, en fait, toi, tu étais plutôt dans les arts dramatiques. J'ai découvert aussi que tu avais fait de la réflexologie, c'est ça? Donc dans le bien-être, puis tu as bifurqué vers l'humanitaire. Comment tu es tombée finalement dans cette marmite de l'écologie, de l'engagement, du militantisme? par des rencontres. Quand j'ai rencontré Alain Michel, j'ai commencé à organiser des congrès israélo-palestiniens et des congrès d'imams et de rabbins pour la paix parce qu'il me l'a proposé. Et après, j'ai rencontré Pierre Rabhi qui m'a proposé de l'aider à construire un mouvement pour, pareil, faire passer ses idées.
Enfin, les idées, en tout cas, qu'il défendait, qui n'étaient pas forcément ses idées à lui. Et à force de me documenter, de lire des livres, de rencontrer des gens, de faire des conférences, je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très, très préoccupant et que j'avais pas tellement envie de rester les bras croisés à attendre que ça se passe. Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui te manque? Bah oui, bien sûr. Quand on a un ami qui meurt, il nous manque après. Et je pense qu'il me manque à moi, mais il manque aussi au débat public. Pour moi, Pierre, quand il a écrit Vers la sobriété heureuse, pour moi, ce thème de sobriété heureuse, enfin, cette formule, il a tout dit d'une certaine manière. Il sait bien que pour résoudre la problématique écologique, il faut aller vers plus de sobriété. Quelle que soit la façon dont on prend le problème, il faut réduire notre consommation de matière et d'énergie. Et en même temps, on sait bien qu'on ne le fera pas si la promesse n'est pas d'être plus heureux, d'être dans une trajectoire de sens qui nous crée du désir. Donc voilà, il faut inventer un monde de la sobriété heureuse. Alors, c'est une réflexion que je me faisais, et notamment pour en avoir discuté avec Pierre aussi, que je voyais souvent quand j'allais en Ardèche. On se retrouvait dans un petit café, on se refaisait le monde. C'est qu'aujourd'hui, quand même, les philosophes sont absents, sont complètement absents de ce positionnement écologique, ou même en fait de ce qui se joue aussi au niveau politique dans nos sociétés, que ce soit à travers les européennes, la montée de l'extrême droite un petit peu partout. Où sont les philosophes? Bah, il y en a qui sont là, hein. Baptiste Morisot, il est là, hein. Oui, mais ils sont plus jamais médiatisés. Bon, Baptiste, il n'est pas médiatisé parce qu'il veut pas être médiatisé. Dès qu'un média l'appelle pour lui proposer de faire une émission de télé ou de radio, il dit non. Mais si, il y en a des philosophes du vivant. Mais si ce qu'on appelle philosophe, c'est Finkielkraut et comment s'appelle l'autre crétin là encore Non, c'est pas, c'est pas non, des mais parce que philosophes, ça. pour moi, Pierre Rabhi, c'était un philosophe dans l'âme, et aujourd'hui, on n'a plus de Pierre Rabhi. Enfin, tu peux peut-être t'inscrire dans sa descendance. Bon, pas forcément dans la descendance, mais en tout cas, Pierre m'a beaucoup nourri, influencé. J'ai beaucoup compris de choses à son contact, et donc il y a effectivement un certain nombre d'idées qu'il portait que je pense que j'essaie de continuer à porter aussi, parmi d'autres. Il y a plein de gens qui font ça, et heureusement. Encore une fois, je pense que c'est pas vraiment, il y a pas de manque de pensée. Honnêtement, dès qu'on s'intéresse à la question, il y a énormément de pensée. Il y a un manque de mise en œuvre, en fait. Pour parler, ça, nous, en plus, les Français, on est particulièrement forts. Mais pour faire, c'est encore autre chose. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on va arrêter de parler? Est-ce qu'on va commencer à faire des choses? C'est quoi une journée type de Cyril Dion? Ça n'existe pas parce que comme je fais beaucoup de choses différentes, à part me lever, prendre mon petit déjeuner, prendre une douche, qui sont des choses qui se passent à peu près tous les jours. Sinon, il y a des jours où j'écris et où je passe la journée à écrire. Il y a des jours où, au contraire, je suis sur la route parce que où je vais comme ça à un festival, faire une conférence ou faire une représentation de résistance poétique. Il y a des moments où je suis en tournage, il y a des moments où je suis en montage. Il y a des moments où je participe à des actions militantes. Et en dehors de ce qui est l'écologie, le militantisme, ton engagement envers ce vivant sous toutes ses formes, c'est quoi tes kiffs? C'est assez simple, hein. Avoir du temps. Avoir du temps pour rien faire. Marcher, beaucoup, si possible. Tu es randonneur? Je suis randonneur. Ça peut être aussi dans les villes. Je sais qu'avec ma compagne, on fait souvent c'est nos petites randonnées du dimanche. Souvent, on fait de l'ordre entre 10 et 15 km dans Paris, à pied. Et lire, nager, passer du temps avec les gens que j'aime, avoir des conversations sur l'intimité, sur ce qui nous
sur ce qui nous meut, sur ce qui nous bouleverse. Ce qui est précieux et d'autant plus rare quand on devient un personnage finalement public. Ouais, en fait, la bagarre, c'est justement d'avoir du temps et de retrouver de l'intimité. C'est vrai que moi, je suis pas hyper connu, mais je suis suffisamment connu pour qu'on me regarde dans la rue, qu'on me dévisage, que j'entende mon nom bruisser quand je passe quelque part. Pas tout le temps, mais assez souvent, en tout cas, pour que ça crée un petit truc où je me sens pas forcément complètement relax. Alors du coup, faut aller marcher dans la forêt ou faut aller marcher dans des sentiers de randonnée. Ouais. Mmh, Marseille, c'est un territoire enfin, j'ai pas eu souvenance que tu sois venu en dehors, du So Good Festival. Peut-être que je me trompe? En fait, je viens souvent parce que la sœur de ma compagne habite à Marseille. Donc on est là quand même, ouais, je sais pas, 5-6 fois par an peut-être. Et quel regard tu portes sur cette vie? Pour moi, c'est une ville de très fort contraste. C'est-à-dire que je trouve que c'est à la fois une ville assez extraordinaire dans son ouverture sur la mer, le fait il y ait des espaces sauvages si proches, les calanques. Moi, mes grands-parents habitaient au parc du Roi d'Espagne, donc je me souviens que j'allais, quand j'étais gamin, me balader dans les calanques derrière et dans la garrigue. Et c'est une ville d'une vitalité assez phénoménale. Euh, Plein de cultures, plein de gens qui viennent de plein d'endroits. Et à la fois, je trouve que c'est une ville hyper dure, où on se sent justement pas très relax. Enfin, moi, j'ai toujours quand même tout le temps peur qu'il y ait une voiture qui me passe dessus, quoi. Parce qu'on sent bien que les gens ici font un peu comme ils veulent, que les trottoirs sont tout petits. En vélo, quand je suis en vélo, c'est pareil, tu risques un peu ta vie. Et puis, un sujet avec les déchets quand même, hein. C'est une ville qui est sale, hyper sale. C'est dommage. Non, mais c'est incroyable parce que c'est vraiment une ville qui concentre tellement d'atouts et en même temps qui a aussi tellement de difficultés. Enfin, Et ouais, et on a du mal à comprendre comment on en a encore au ramassage en commun, des poubelles dans les rues, dans des containers, enfin c'est, 2e ville de France, quoi. ouais, enfin après, on sait pourquoi, hein. Il y a un mélange entre ce qu'on disait précédemment, la précarité, le crime organisé, la déficience des services publics. Et des années de mauvaises habitudes qu'il faut aussi essayer de combattre. Dernière petite question là pour le coup, c'est quoi tes projets pour, le moment? Écriture de livres, j'ai entendu parler d'un documentaire, qui allierait les thèmes de démocratie et d'écologie. Tu peux nous en toucher quelques mots? On fait un documentaire avec Paloma Moritz sur effectivement la question face à l'urgence écologique, est-ce que la démocratie est le problème ou la solution? Et donc on se pose la question de comment la démocratie peut nous sauver ou au contraire est-ce qu'il faut aller vers des régimes plus autoritaires? Parallèlement à ça, j'écris une mini-série de fiction là, de 6 épisodes qui est pour France Télé International. Euh, je suis en train d'adapter le roman de Pierre Ducrozet qui s'appelle Le Grand Vertige en film de fiction. Et puis on est en train de composer un deuxième album de résistance poétique. Je suis en train d'écrire un livre. Prochaine grande sortie, c'est quoi et quand? Je sais pas. Je sais pas ce qui va sortir en premier. Peut-être le livre dans un an. Ou peut-être l'album de résistance poétique, je sais pas. Les films, ça prend du temps, donc ça sera pas avant fin 2025, vraiment au plus tôt du plus tôt. Ouais, et puis si j'ai bien compris, vous allez bouger un petit peu, aux 4 coins de la planète aussi, pour tâter cette notion de démocratie. Il y a la Chine, si je ne m'abuse. C'est quoi les autres pays qui sont prévus? Pour l'instant, on est en train d'écrire, donc c'est pas fini, mais on va sans doute. On a été aux États-Unis, on va aller en Chine, on va aller en Équateur. Il est possible qu'on aille en Suisse, en Finlande, en Irlande. Euh, Et c'est quoi la volonté, en fait, le fil conducteur? C'est quoi le lien que vous voulez établir entre les 2? Moi, je pense que la seule façon de nous en sortir, c'est d'aller vers plus de démocratie. C'est d'aller vers des changements de nos institutions
plus de démocratie directe, plus de démocratie délibérative, où on implique et on associe les gens aux prises de décision. En fait, d'une certaine manière, il faudrait que, allégoriquement, on puisse se mettre autour de la table pour s'entendre sur ce qui est en train de se passer, se dire est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça qui se passe, et ensuite pouvoir s'entendre sur les solutions. Toutes les initiatives qui ont été prises dans ce sens-là, que ce soit la Convention citoyenne pour le climat, où les 150 personnes tirées au sort ont formulé un plan qui était vraiment le plus ambitieux jamais élaboré en France, qui évidemment n'a pas été mis en œuvre par Macron, mais on comprend pourquoi. Que ça soit les assemblées citoyennes en Irlande, que ça soit les budgets participatifs justement en Amérique du Sud, que ça soit les conventions citoyennes locales là, qui ont lieu un peu partout. À chaque fois, les gens trouvent des solutions. À chaque fois, ils sont plus ambitieux que les élus, mais ils n'ont pas le pouvoir de décision. Donc, il faudrait que ces processus rentrent encore une fois dans les institutions et soient décisionnaires. C'est-à-dire que ce ne soient pas des programmes consultatifs. Merci beaucoup Cyril. Bon courage, bonne continuation et merci pour ton engagement et ce que tu représentes aujourd'hui pour le vivant, pour la terre, pour l'humain et d'être quand même ce modèle inspirant. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais merci quand même. Ainsi se termine cet épisode de Maintenant dans les oreilles avec Cyril Dion. Si vous avez aimé, pensez à partager. Et pour que ce média indépendant de la climatation qui est maintenant continue à offrir d'autres podcasts engagés à vos oreilles, merci de le soutenir en lui faisant un don. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Merci et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de la planète.